Salut les petits ménestrels. J'adore. C'est le grand retour. Ah là là. Après plusieurs mois, On s'est mal organisé. toujours. Mais, tome 2, c'est différent. Très différent du premier, et en même temps, ça le complète quand même pas mal. Oui, bah c'est la suite de l'histoire, mais c'est pas du tout la même structure. On perd le côté suite de Noël. Et même l'intrigue change un peu d'objectif, entre guillemets. Ça. Oui, ça va plus s'orienter sur quelque chose qu'on pouvait voir apparaître, mais qui n'était pas évident. Donc, La chute d'Hyperion de Dan Simmons. Nous, on a lu l'édition de Robert Laffont, de 1990. Suite directe du livre Hyperion de Dan Simmons. Alors, on s'était quitté alors que les 6 pèlerins encore présents s'apprêtaient à entrer dans les tombeaux du temps et qu'ils nous avaient tous raconté leur histoire. Et étonnamment, le premier chapitre, on ne commence pas avec Pèlerin d'ailleurs, je crois. Non. Pendant presque toute la première partie, on va suivre un nouveau personnage, qui est le personnage de Joseph Severn, un deuxième hybride de John Keats. Alors pour ceux qui comprendraient pas, on vous renvoie vers la première vidéo et vers le livre Hyperion, parce que ça n'a aucun intérêt de lire la chute d'Hyperion. Oui, c'est clairement. Même si, assez étonnamment d'ailleurs, je trouve, il y a beaucoup de moments où où Dan Simmons fait presque des récapitulatifs un peu de ce qui s'est passé avant, où t'as pas mal de lignes où il rappelle un petit peu le premier bouquin. Je sais pas si c'était une contrainte éditoriale, ça se fait beaucoup dans les suites. Ouais, je pense que c'est le cas parce que ça fait un peu bizarre parfois. T'as des phrases Brandimia qui était en train de faire tititi tatata. Oui. C'est un peu. Je pense que ça c'est une concession qu'il a fait à son éditeur. Je pense, ouais, ça pue la concession éditoriale, ouais. Donc oui, première partie qui va suivre le personnage de Joseph Severn, qui se trouve en fait être celui qui rêve du voyage de tous les pèlerins. Outil narratif très pratique pour avoir les points de vue de tout le monde à nouveau. Donc un nouveau hybride de Keats, et lui sa particularité c'est que quand il dort, il voit tous les pèlerins. Et donc tout ce qu'on nous a raconté dans le premier tome d'Hyperion, et c'est en fait un rêve de Joseph Severn. Oh, effectivement, je vais zapper ça. Là comme ça, je crois que tout le premier livre peut s'inscrire dans un rêve de Severn. Oui, du coup ça fait diégétique, comme on dit. Ça s'inscrit dans la narration, ça en fait partie. Et ouais, bah c'est un outil pratique parce que en termes de structure de narration, parce que Severn nous sert à la fois de caméra entre guillemets pour ce qui se passe dans l'hégémonie au sein du gouvernement du Retz. Puisqu'il est c'est un des conseillers de Gladstone, la présidente du Retz. Oui, enfin conseiller du coup, qui sert vraiment juste de témoin plutôt qu'autre chose. Et en même temps, avec ses rêves, il sert aussi de caméra dans les points de vue de chaque pèlerin. Ouais. Ce qui est donc très pratique pour raconter cette histoire où on a un peu une histoire en deux temps avec d'un côté ce qui se passe dans l'hégémonie et de l'autre côté ce qui se passe du côté des pèlerins dans les tombeaux du temps. Ça va être aussi un très bon outil de tension parce que quasiment tout le livre va être raconté par le biais de Severn et donc parfois on retourne voir les pèlerins et ça coupe au milieu de l'action parce que Severn est réveillé. Donc c'est une manière un peu amusante de pouvoir jongler un peu avec la temporalité de son récit. Ça c'était bien trouvé. Oui, et d'ailleurs du coup il y a le temps du coup des rêves de Severn est parfois un peu décalé par rapport au présent. Oui. Genre, le moment où il rencontre Perreut. Duré du coup. Oui, du coup, Duré. Hoyt. Duré Hoyt qui sont fusionnés. D'ailleurs, Hoyt. Ouais, il y a beaucoup de personnages qui ont tiré la courte paille dans ce livre. Parce que du coup, le défaut de cette double narration, c'est que la moitié du livre se fait du point de vue du nouveau personnage, et donc que tous les pèlerins sont nettement moins développés, et on a nettement moins leur voix et leur histoire que dans le premier livre. Ouais, il y a des personnages qui vont clairement être perdants, et d'autres qui vont par contre être gagnants et occuper un peu tout l'espace. Oui, et certains ont une conclusion très satisfaisante, d'autres un peu moins. Les 6 pèlerins dans les tombeaux du temps, et grâce à Severn, on a le point de vue interne au Retz. Le livre est divisé en 3 parties. Dans la première partie, on va suivre le Gladstone et tout l'état-major qui se prépare à encaisser l'invasion Extro. Qui du coup était un peu un événement presque secondaire à la quête du Gritch dans le premier livre. Ouais, ça
commençait à prendre de l'importance, parce que c'était uniquement sur Hyperion. Ouais, c'était un peu la sous-intrigue, la deuxième sous-intrigue principale, après l'intrigue des tombeaux du temps et de Gritch, et dans celui-ci, ça passe au premier plan, par rapport... Ouais, assez rapidement, ça va devenir la menace existentielle, non pas pour les pèlerins, mais pour le Reds. L'humanité tout entière. Toute l'humanité, qui risque d'être annihilée par les extros. D'ailleurs, on sait déjà dans le tome 2 que les extros sont des humains qui ont évolué. On n'insiste pas beaucoup dessus dans le premier livre, mais il me semble que c'est clair. Je crois que c'était dit. On le dise attentivement, ouais, c'est clair. Je crois que c'est ce que le consul qui l'explique. Le consul, du coup, qui lui a une part assez importante dans le livre, à nouveau. C'est un peu le personnage principal, encore une fois. Enfin, pas dans celui-ci. Ici, le personnage principal, c'est Severn, la caméra. La caméra, oui, c'est ça. Il est peintre en plus, donc il y a tout le rapport à l'image. Oui, c'est pas faux. C'est encore une fois un personnage issu de l'histoire du vrai John Keats. Oui. Je crois que c'est lui qui est resté à son chevet jusqu'à sa mort, c'est ça? Oui. C'était, je crois, un ami peintre de Keats qui du coup s'occupait de lui pendant qu'il était en train de mourir de... C'est quoi? Pneumonie, tuberculose. La tuberculose, ouais. La phtisie, je crois. C'est le terme qu'ils utilisent dans le livre, mais c'est la tuberculose. Et aussi, c'est drôle parce que Gladstone se moque un peu de lui en disant vous êtes un artiste, donc vous êtes là pour être le témoin de ce qui se passe, des événements historiques, et d'y trouver la beauté ou des trucs comme ça. Du coup, ça fait un peu écho au fait que c'est lui qui raconte l'histoire et qui est en train de faire un livre qui est une œuvre artistique. Il y a toute une réflexion sur le rôle de l'artiste qui est dans le livre. Avec Silenus qui... Après, je crois qu'il avait dit dans le premier que Dieu serait un artiste, que Dieu serait un poète. Dieu est un poète, je crois. C'est ce qu'il dit. Ou je sais plus s'il dit Dieu est un poète ou le poète est Dieu. Je crois que c'est ce qu'il dit dans... Il le dit dans le premier, et je sais pas s'il revient sur ça dans le premier livre ou dans celui-ci, mais je crois qu'il revient sur ça. Il inverse les... Ouais, il revient un peu sur son point de vue. Maintenant qu'on a resitué un peu difficilement le contexte, oui. Ton avis rapide sur excellent bouquin. Encore une fois, on a un côté très littéraire. On sent que c'était fait par une espèce de prof de lettres d'université qui cale ses références. Et ce qui est très rare dans la SF, généralement, c'est un peu détaché de notre histoire, etc. Alors qu'ici, on a vraiment pas mal de références historiques. On a des références à Churchill, etc., Abraham Lincoln, mais aussi en plus de toutes les références religieuses qui sont assez communes dans la science-fiction, on a du coup un énorme bagage littéraire anglophone qui est intégré dans l'histoire. Et ça donne un peu une aura de classique au livre, sachant qu'en plus c'est des plus grands que nature, entre guillemets, c'est une histoire de chute de civilisation à échelle interplanétaire. C'est un grand livre qui se veut encore une fois un grand livre, et ça... Là où le premier déjà était assez important à ce niveau-là, le deuxième, ça prend vraiment une envergure assez phénoménale. Et du coup, c'est assez dépaysant. Ça donne des moments puissants et assez spectaculaires. Des réflexions très intéressantes avec des concepts qui sont très intéressants aussi. Mais j'ai quelques petites critiques à faire sur la fin. Certains concepts qui ne sont pas tout à fait expliqués bien. Certains personnages qui tirent la courte paille au niveau de leur arc narratif. C'est un grand livre, mais c'est pas un livre parfait. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, ça reste quand même, de ce que j'ai pu lire de lui, le magnum opus de Dan Simmons. Clairement, c'est ce qu'il voulait être son chef-d'œuvre, et il réussit le pari, ce qui est rare en général. Quand quelque chose se veut grand, ça se vautre complètement. Ça semble pas non plus dans l'arrogance un peu de la personne qui veut faire une vraie œuvre littéraire, mais qui crache un peu sur tout le côté SF, etc. Là, ça assume à la fois le côté science-fiction. C'est de la science-fiction très dure, même assez... c'est se pousser très loin. Ça assume à la fois le côté science-fiction et un bagage littéraire classique, et ça mêle les deux. Ça mélange les deux d'une manière assez élégante. Comment écrire dans le style d'Hyperion sans faire moins bien qu'Hyperion? Je pense que c'est pas possible. Il a un peu atteint le sommet de son art. Ouais. Oui, et puis je regrette de ne pas l'avoir lu en anglais, parce que on parle de poésie, où du coup le style est très important, et forcément on perd toujours un peu de ça dans les traductions. Même si la traduction est très bonne, hein. C'est simplement pour... Traduction de Guy Abadia, qui avait aussi traduit le premier livre.
simplement que même avec les meilleurs traducteurs, quand c'est de la poésie et qui se base uniquement sur le style, on perd toujours quelque chose en changeant de langue. Oui, c'est comme pour des chansons ou des trucs comme ça, ça marche, un peu casse-gueule. Ça marche beaucoup moins bien. C'est difficile de garder à la fois la sonorité de la langue avec les figures de style, sans changer en même temps le sens des mots. Donc c'est dommage. Je dis, les traductions, les passages cités de Keats sont tirés des meilleures traductions de Keats de l'époque. Oui. Mais bon, petit regret à ce niveau-là de ne pas l'avoir lu en anglais. Je pense que c'est intéressant à lire aussi en anglais. Et je sais pas, est-ce que toi t'as quelque chose qui t'a marqué beaucoup ou qui t'a déçu? Qui m'a déçu pas tellement, ça a été vraiment un plaisir de le relire, j'ai quasiment eu les mêmes sensations que la première fois, j'ai eu un peu de mal au début, mais quand je suis rentré dedans, j'ai vraiment ressenti des frissons, comme ça arrive pas souvent, en vrai, quand je lis des livres. Cela dit, en discutant un peu en off avec toi, c'est vrai qu'il y a des points qui sont un peu ratés, ou à côté desquels Simmons passe un peu. Je pense que c'est un livre qui est meilleur à lire qu'à analyser. Oui, parce que avec le dépaysement il y a vraiment des moments qui marquent, qui te laissent un peu bouche bée. Mais c'est vrai que du coup c'est tellement spectaculaire que quand tu commences à fouiller en essayant de mettre les émotions que tu as ressenties de côté, forcément en chipotant tu trouves des petits points un peu incohérents qui gâchent un peu le plaisir. Incohérents ou un peu très limite parfois. C'est quand même un livre qui... il est impressionnant, c'est qu'il maîtrise vraiment le média littéraire. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup pour parler de cinéma, qu'un bon film, il sait parler par l'image. Ça, c'est un livre qui maîtrise vraiment les mots, quoi. On avait déjà ça dans le premier avec ce jeu sur les points de vue et les nouvelles, etc. C'est encore très présent ici. Même au niveau du style, ça atteint des nouveaux sommets avec... je pense notamment aux intelligences artificielles, où là, c'est vraiment les dialogues c'est assez incroyable. Je pense que c'est la meilleure représentation d'intelligence artificielle que j'ai lue dans un roman. Ce qui m'avait le plus marqué la première fois que j'avais lu le livre, et là, c'est pareil. C'est, moment où j'étais bouche bée tout du long. Probablement le meilleur moment du livre pour moi. Et même tous les retournements de situation au niveau de l'intrigue... le rythme est assez bien géré aussi, enfin peut-être un peu lent au début peut-être. Parce que tout va se résoudre assez vite. Oui, c'est vrai que ça prend son temps et ça accélère un peu brutalement sur la fin. Mais ça peut aussi avoir son côté satisfaisant de mettre en place toutes les pièces pour que tout se résolve d'une pichenette. Oui, c'est assez... le climax est très bien géré. Avec des petits faux pas par-ci par-là, mais globalement en termes de plaisir... à lire, c'est le bouquin il est haut. Je pense que honnêtement c'est une leçon pour tous ceux qui voudraient ne serait-ce qu'un jour essayer d'écrire une grande saga, de science-fiction évidemment, mais même pour je pense dans le milieu de l'heroic fantasy ou tous les domaines de l'imaginaire, tous ces grands récits de civilisation, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de livres qui arrivent au niveau du diptyque Hyperion. D'ailleurs c'est aussi intéressant que ce soit pas une trilogie, et que du coup ça suit pas du tout la même structure, où au lieu d'avoir... les trilogies, généralement, c'est le premier bouquin qui pose le décor et les enjeux, le deuxième livre qui est le plus difficile et qui met au plus mal les personnages, et puis le troisième qui voit les personnages remonter la pente et finir par vaincre. Là, j'ai l'impression qu'on a plus l'environnement et les enjeux qui sont posés dans le premier, puis les pièces qui finissent de s'assembler dans la première moitié du deuxième, puis tout qui part d'un coup. Ensuite, pour le climax de fin du livre. Ça permet de le détacher un peu des récits initiatiques, mythes du héros, qui sont des structures qu'on retrouve très très souvent habituellement dans les récits de genre comme ça. Et puis c'est le fait aussi qu'il y a un vent de fraîcheur en termes, c'est pas du tout la même structure, avec du coup des points de vue différents, ça c'est intéressant aussi. On a beaucoup parlé de structure par le biais de Severn. Il y a beaucoup aussi, en termes d'objets littéraires, l'utilisation d'énormément de temps de narration. Oui, ça joue beaucoup à ce niveau-là. Il y a de la première et de la troisième personne, il y a du présent, du passé simple, temps composé. Passé composé. Passé composé, ouais. Du coup, ça pour le coup en anglais, je sais pas du tout comment ça marche. Il n'y a pas de passé composé en anglais à proprement parler, c'est utilisé complètement différemment.
Je pense par contre le jeu passé-présent, c'est ça doit être le même en termes de langue. C'est pas non plus un exercice de style à ce niveau-là. L'histoire passe avant l'expérimentation. Mais il tient quand même à changer de temps en temps. Il y a des belles expérimentations stylistiques qui sont très réussies parfois, mais l'histoire en souffre pas. Est-ce que tu veux qu'on rentre un peu dans l'histoire à proprement parler du livre, qu'on essaie de tirer le fil rapidement ? Ouais. Spoiler. Donc, spoiler. On a donc cette narration avec Severn d'un côté qui rêve tous les quelques temps de ce qui se passe avec les pèlerins. Et donc, les principaux événements qui se passent au début du livre, c'est surtout par rapport à l'invasion Extro qui occupe Hyperion. Peut-être lui fait 500 pages, toutes les 100 pages, en fait, l'invasion Extro va prendre un niveau supérieur. L'hégémonie va être complètement dépassée par l'invasion Extro, qui va être juste quelques batailles centrées sur Hyperion. En fait, tous les mondes humains vont être menacés par les vaisseaux Extro. Oui, parce que du coup, c'est révélé que, alors qu'ils pensaient que tous les essaims étaient à des décennies d'atteindre les systèmes extérieurs du Retz, ils se rendent compte qu'en fait, ça faisait des décennies ou des siècles qu'ils étaient en propulsion lente, pas vitesse de lumière, quoi. Voilà, pas détectable, et que donc ils sont déjà là, aux frontières de... Ça fait potentiellement des siècles qui préparent leur invasion et qui s'apprêtent à détruire tous les mondes habités. Et donc on a cet enjeu de survie de l'humanité qui arrive, avec du coup Glaxstone qui prend un grand rôle dans ce livre-là. Ouais, qui est confronté à une certaine incompétence de son état-major. Oui. Et à chaque fois qu'un officier parle pour dire un truc, c'est que dans les 50 pages qui suivent, ça va être contredit. Oui. Et on commence déjà un peu à nous teaser qu'elle en sait beaucoup plus que ce qu'on nous a donné sur cette invasion, et qu'il y a des enjeux secrets, et que potentiellement elle serait une traîtresse à l'hégémonie. Qu'elle aurait un plan. Et aussi avec les sous-entendus elle connaissait le père d'Oberyn Lamia, son hostilité vis-à-vis des intelligences artificielles. Oui. Comment c'est appelé ? Technocentre, voilà. Technocentre aussi, les IA qui prennent une bien plus grosse... Là, elles étaient présentes uniquement dans le récit de Oberyn Lamia, dans le précédent livre, je crois. Ouais, le technocentre, quand même, ce qu'on avait appris dans le premier livre, c'est qu'il était divisé en 3 factions. Les stables qui veulent continuer leur certaine symbiose avec l'humanité, les volages qui, eux, veulent exterminer toute l'humanité, et les ultimistes qui poursuivent comme but de créer un dieu artificiel. Et donc le technocentre qui, concrètement, dirige de manière pratique l'humanité, puisque c'est lui qui gère tout ce qui est trop difficile pour qu'un cerveau humain puisse l'appréhender. Notamment toutes les technologies révolutionnaires de communication et de déplacement. Oui, avec les portes distance qu'on avait eu dans le premier, etc. Tout ça est géré par les IA, contrôlé par les IA. Je crois que la seule chose que les humains ont inventé de valable et qui est encore utilisé, c'est la propulsion Hawkwing de vaisseau. C'est en gros la propulsion à peu près à la vitesse de la lumière. Oui. Je crois précisément qu'ils leur ont donné la technologie, mais qu'ils estiment que les humains auraient pu réussir à le découvrir par eux-mêmes. Ah oui, c'est ça, oui. Et que donc ils n'ont pas la même influence. La propulsion Hawkwing peut pas, les intelligences n'ont pas d'influence dessus, par exemple, mais tout le réseau entre guillemets internet et le réseau de transport par porte distance, ce sont les IA qui gèrent tout le réseau, par contre. Ouais. Les humains sont complètement dépendants. Donc il y a le technocentre qui va commencer à avancer ses pions aussi, parce qu'on sait qu'il y a une sorte de double jeu, une guerre interne. Oui. Et du côté des pèlerins, ils se font globalement chier, je crois, au début. Ils vont retrouver quand même assez rapidement le Templier, qui était le 7ème pèlerin. Edmasten, qui n'est donc pas mort, mais qui revient en sale état. Il a fait une rencontre avec le Gritch. Il nous révèle un peu son objectif. Pas tout de suite, je crois. Pas tout de suite, je crois qu'il est inconscient, qu'il délire un peu, puis... Je crois que le premier événement majeur au niveau des pèlerins, c'est la mort de Hoyt. Oui. Coupé par le Gritch, il souhaite... C'est Gritch qui le tue ? Ah oui, il me semblait qu'il mourait tout seul. Non, c'est... En fait, il s'aventure aussi dans le tombeau du temps, parce que l'objectif, le vœu... C'est ça qu'il y avait toute cette idée du vœu que peut donner le Gritch, et le vœu que Laenor Hoyt avait, c'était de mourir d'une vraie mort, entre guillemets, et d'être libéré du cruciforme. Donc le Gritch va lui découper la gorge et le tuer, mais le vœu ne sera pas accordé, car c'est Paul Duré qui va ressusciter à sa place. Et donc on va retrouver Paul Duré qui va être le personnage religieux de tout ce livre. On verra pas Hoyt. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il est beaucoup plus
je trouve, intéressant que Hoyt. Bah, Hoyt, il n'y a pas vraiment d'effort pour lui. Voilà, mais c'est. Quoi que ce soit. C'est pas par préférence personnelle, effectivement, c'est parce que l'auteur a fait plus d'efforts avec Durée que Hoyt. Hoyt est juste un martyr, entre guillemets, qui souffre et qui souhaite être qui joue de la guitare. Libéré d'une malédiction et qui joue de la guitare, de la mandoline, je crois, je sais plus. Mais alors que Paul Durée est l'érudit de théologie. Oui, c'est celui qui va avoir la réflexion sur Dieu avec Saul. Oui, et du coup, ça donne effectivement un jeu de discussion très. Enfin, pour ceux qui s'intéressent aux réflexions religieuses, les discussions entre Saul et Paul Durée sont assez grandioses et intéressantes sur le sujet. Suite à ça, les pèlerins vont tous être séparés les uns des autres par différents biais. Souvent, c'est le Gritch qui va entrer en action pour les séparer. Oui. Et ils vont tous se retrouver seuls. Alors, par exemple, le consul, il va devoir aller chercher son vaisseau. Oui. Et il va se perdre, il va s'écraser sur son tapis. Oui, parce que aussi il y a la deadline, l'enjeu de la petite fille de Saul. Oui, Rachel qui vit à rebours. Et comme ils arrivent, en fait ils sont les taux mais ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils sont censés faire, à part se faire massacrer les uns par les autres par le Gritch. Ils sont complètement perdus. Et donc, effectivement, le consul finit par partir pour essayer d'avoir son vaisseau, pour tenter de sauver la fille de Saul, en la cryogénisant, je crois. Aussi, chose assez intéressante, c'est là où dans le premier livre, les pèlerins se méfiaient les uns des autres. Oui, ils sont très soudés. Là, dans celui-ci, effectivement, après avoir... On voyait ça déjà à la toute fin du premier, il y a cette idée de... Ils se sont racontés leurs histoires, il y a cette empathie entre eux, et ils sont vraiment très attachés les uns les autres. Même Silenus et Braun Lamia, qui se détestent un peu et qui se chambrent en permanence, chaque pèlerin est prêt à se sacrifier pour les autres. Et donc on a le consul qui est prêt à risquer un voyage en tapis de plusieurs jours pour avoir une chance de sauver la fille de Saul. Cassad qui fait son gros bourrin de SF pour essayer de tuer le Gritch. Cassad qui... un peu la courte paille. Attends, je vais essayer de les citer dans l'ordre. Je crois que c'est Cassad qui est séparé en premier par le Gritch. Il veut essayer de tuer le Gritch. Oui. Ensuite, c'est Lamia et Silenus qui partent ensemble pour trouver des provisions. Silenus se fait empaler sur l'arbre de la douleur du Gritch. Lamia, elle, se fait attaquer par le Gritch et elle est raccordée en câble, par câble magique au technocentre. Le consul part pour essayer de sauver Rachel. Etmasten, du coup, je crois, se réveille. Et parle en délirant de l'objectif des Templiers, mais il le dit pas totalement. On comprend que son but c'était d'utiliser faire de l'arbre de la douleur du Gritch un nouveau vaisseau arbre et de guider le Gritch et tous les gens qui sont empalés sur son arbre vers une sorte d'avenir nouveau. La description de l'arbre d'ailleurs, qui était déjà sous-entendue dans le premier livre, et puis là on l'a de près avec Silenus. C'est de la belle horreur, horreur psychologique. Un arbre haut comme une montagne. Dizaines de milliers de gens sont empalés. Sur chaque branche, une personne est empalée. Avec un concert de hurlements. Et donc, notre poète vulgaire préféré qui se fait empaler dessus. Sachant qu'il a cette discussion très frustrante où il essaie de finir son livre, il a enfin l'inspiration. Et non, il se fait empaler sur un arbre. Et donc, oui, les pèlerins un peu qui tombent les uns après les autres, sans qu'il y ait de. T'as pas vraiment de résistance, hein. Là pour le coup c'est vraiment il y a une certaine puissance narrative qui les pousse à se séparer. Ils sont à la merci des événements et ils voient pas encore le sens qu'ont leurs actions à grande échelle. À exception du coup de Masten qui va juste nous révéler son objectif et mourir comme une merde. Oui, vraiment c'est assez pitoyable. Ouais, c'est un peu le personnage raté. Ouais, il a vraiment un intérêt. Enfin, à part ramener du coup la petite créature dans la boîte là, comment ça... l'ergue. L'ergue, voilà. À part ramener l'ergue qui sert à quelque chose, nous donner un point de vue sur les hippies du futur que sont les Templiers. C'est vrai que Etmasten, c'est peut-être le personnage le plus osef du livre. C'est vraiment... Il pourrait ne pas être là. Il a pas grand intérêt. Bah déjà, c'était le personnage le plus austère au départ. Ouais, mais il avait un air de mystère dans le premier livre. On avait envie de savoir qu'est-ce que voulaient les Templiers, pourquoi il était allé parler à... en vrai, son objectif était stylé, hein. Créer le nouvel arbre messianique. Oui. Puis l'idée était assez farfelue tout de même. Oui. Mais ça, c'est rattrapé par la voix de l'Arbre-Monde qu'on rencontre plus tard. Enfin, peut-être revenir à l'hégémonie parce qu'on est passé sur... Donc l'hégémonie, eux, ils se préparent à encaisser l'invasion Extro. Il y a des premières planètes touchées par les Extros sont vaporisées.
Oui, complètement. Ouais, depuis l'orbite, les vaisseaux extro vitrifient la surface. Oui. En tuant tout le monde, détruisant tout. À étoile de la mort-like, voilà. Ils aplanissent tout. Tempête de napalm. Ouais. La force, donc l'armée de l'hégémonie ne peut rien faire en fait. On se fait proprement rouler dessus. Les seules choses qu'ils arrivent à faire, c'est à détruire les portes distance. Ouais, pour gagner avant. Du temps. Voilà, avant, pour ne empêcher... Parce qu'évidemment, si les extros atteignent les portes distance, ils peuvent se téléporter n'importe où dans l'hégémonie. Oui. Et donc, c'est la fin de la guerre pour eux. Parce qu'ils peuvent se téléporter dans leur capitale. Et donc, on voit planète après planète les modes frontières du Reds tomber. Les heures sont comptées pour le gouvernement de Gladstone qui devra bientôt répondre de cette incompétence. Oui. Sachant que c'est assez bizarre sur les extros parce qu'on a un peu une double vision. On avait Kassad qui les décrivait comme des barbares qui obéissent pas aux mêmes règles civiles de guerre dans le premier livre, parce qu'ils obéissent pas au nouveau Bushido, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Je crois que c'est ça. Alors que le consul les voit comme une civilisation avancée, supérieure sur tous les points, y compris moralement. Oui. Et du coup, si on les voit du point de vue de Kassad, ça ne pose absolument... Enfin, il n'y a pas de souci. On s'attend à ce que les extros massacrent toutes les planètes indirectement. Pour moi, il y a un doute quand même sur est-ce qu'ils vont conquérir les planètes, parce que ça n'a vraiment aucun sens tactique de juste brûler des c'est vrai, habitées. c'est vrai. Mais si on prend le point de vue du consul, ça n'a aucun sens. Il ne devrait pas faire ça. C'est bas pour une civilisation aussi avancée que de massacrer des planètes. Enfin, c'est complètement contraire à leur idéologie, d'ailleurs. Oui. Qu'on n'a pas encore pleinement vu. Donc, mais ça devrait nous mettre déjà la puce à l'oreille pour la suite. Avec donc Gladstone qui fait face à son état-major complètement incompétent, sauf pour un jeune capitaine de sa flotte. Oui, qui s'appelle William Lee, je crois. Quelque chose comme ça. Et oui, qui est le seul à sentir que ça pue. Oui. Et qui se fait rabrouer par tous ses supérieurs. Oui, c'est vraiment le personnage dans un film d'horreur qui dit « Mais attendez, c'est pas une bonne idée de rester tout seul la nuit dans cet endroit. » Et tout le monde qui se fout de sa gueule en disant « Mais non, t'inquiète. » C'est lui. Sauf qu'il le fait une première fois, une deuxième fois, et Gladstone finit par dire « Très bien, comme c'est le seule personne qui a des bonnes idées ici, vous êtes maintenant le commandant suprême de la flotte. » Oui. Il a une promotion éclair du fait d'avoir l'ultra instinct, tout simplement. Oui, c'est complètement instinctif. Ouais. C'est assez impressionnant. Parce que du coup, effectivement, il obéit pas il est pas dans le même carcan de stratégie militaire de la force, et donc il arrive à penser autrement. C'est un personnage mineur assez intéressant, en vrai, je trouve. J'aurais aimé qu'il prenne un peu plus de place sur la fin. Il est assez majeur, en vrai, pour le dénouement. Et on a également cette histoire de Gladstone qui accepte que le consul ait accès à son... Elle a bloqué le vaisseau du consul, donc dans tous les cas, le consul ne peut en théorie pas le faire décoller. Mais elle accepte qu'il l'utilise à la seule condition de négocier avec les extros. Je ne sais pas si ça arrive tout de suite après ou beaucoup plus tard. Tous les pèlerins qui vont être séparés... Quand même, il faut qu'on parle de Saul, parce qu'en fait, tous les pèlerins vont être séparés, et Saul, il va se retrouver tout seul, alors que Rachel arrive à la seconde où elle va disparaître. Oui. Et donc là, il retourne sur son fameux dilemme d'Abraham, est-ce qu'il sacrifiait son enfant à Dieu ? Il va avoir une pirouette, il va entendre la voix de Rachel, et c'est pas Dieu qui va lui demander de lui sacrifier Rachel, c'est Rachel qui va demander à son père de la sacrifier. Oui. La sacrifier au Gritch. Donc Saul... quelques secondes à peine avant que Rachel disparaisse, va donner son bébé au Gritch. Oui, ce qui est du coup, Saul est l'un des personnages qui a une conclusion assez satisfaisante à ce niveau-là. Oui, mais parce qu'il y a une réponse au dilemme moral qui... Oui. Et puis moi, je l'aime pas trop, cette réponse. Moi non plus, parce que, voilà, un enfant a-t-il les capacités de décider son avenir, etc. Il faut savoir que dans le livre, ça prend plusieurs pages. Il y a un long développement, mais je le trouve pas très... Oui, c'est pas... Pas très pertinent, je trouve que d'un point de vue philosophique, la question est plus intéressante que la réponse. C'est vrai. Kassad se fait envoyer dans le temps avec Moneta. Oui, il va retrouver Moneta. Pour tabasser du Gritch. C'est vraiment la partie film d'action du bouquin qui est assez divertissante, mais pas très intéressante. On commence quand même à avoir un aperçu de qui pourrait être Moneta, on commence à le deviner. Oui, pour ça, en fait, ce qui rachète un peu... Le bourrinage de Kassad, je trouvais ça très divertissant dans le premier livre. Dans celui-ci, je trouve que ça commence à être un peu vieux, mais c'est rattrapé par cette romance inversée dans le temps avec Moneta. Quand même des moments un peu bizarres, parce que là, il y a un... Alors, je sais pas si ça t'a gêné ou pas, mais
Il y a l'idée que Cassandre commence à se faire violer par Moneta à un moment, parce qu'il veut pas coucher avec elle. Oui. Il comprend qu'il est amoureux d'elle. Bah, elle va le violer, et au final, ils vont coucher normalement ensemble, mais il y a ce passage un peu culture du viol, peut-être bizarre. Oui, assez. Je sais pas pourquoi il est là. Je sais pas si. C'est cette espèce de romance toxique qui est. Bon, c'est pas hyper choquant dans le livre non plus, mais ça peut être potentiellement bizarre. Oui, puis surtout, ça dit rien sur la chose en fait. Il y a pas de. Ça fait vraiment. Oh, un homme se fait violer, et c'est tout. Il y a pas de. Ouais, c'est pas un vrai viol, parce que oui, au bout d'un moment, c'est pour ça que je dis culture du viol, c'est qu'au bout d'un moment. Oui, c'est ça, mais. Enfin, il y a rien qui est dit d'intéressant sur le sujet. Silenus, dans sa douleur sur l'arbre, Silenus finit son poème. Et il va retrouver aussi le roi Billy. Le roi Billy qui est empalé, qui est son compagnon de pique. Comme c'est commode, il est empalé à côté de lui. Exactement. Et du coup, le roi Billy qui écoute la magnifique fin de poème de Silenus. Silenus qui distrait l'arbre et les gens empalés dessus. Avec une sorte de cœur de tous les gens. Ou l'art qu'il trouve dans la douleur, etc. Silenus courte paille un peu aussi. Hein. Oui, il va servir à rien. Oui, globalement. Alors que je trouvais il y avait une promesse folle dans le premier livre, comme avec son histoire, comme quoi il écrivait les événements eux-mêmes. Quand il écrivait que le Gritch allait assassiner des gens et les gens se faisaient assassiner. Et du coup, il y avait ce sous-entendu que peut-être il était en train d'écrire le roman lui-même. Et donc finir en fonction de la fin de son poème, ça influencerait la fin du roman lui-même. Maintenant que tu le dis, en fait, c'est Severn qui va complètement reprendre ce rôle-là, à la fois du poète, du prophète. Petit à petit, il va renouer avec sa personnalité de Keats et se rendre compte que le poème Hyperion de Keats annonce un peu métaphoriquement les événements du livre. Oui, c'est ça. Mais du coup, Silenus perd son... Enfin, tombe un peu à plat, je trouve. Alors que c'était le personnage... Enfin, ce concept-là de Silenus qui écrit le bouquin lui-même, je trouvais ça grandiose et j'avais hâte de voir ça. Et au final, non, c'est pas lui. Au final, il fait rien, c'est quelqu'un d'autre. C'est le nouveau personnage de Severn qui reprend le rôle du poète un peu divin. Si, sur Severn, puisqu'on est sur l'histoire, à ce stade de l'histoire, il est allé sur Hyperion par port distance. Oui. Et il a été séparé avec le Leif Hunt, qui est le second de Gladstone, ils étaient tous les deux ensemble. Et le Technocentre les a séparés, téléportant sur la Nouvelle Terre. Oui. Enfin, sur la fameuse Terre qu'on avait entreaperçue dans le premier livre. La Terre reconstruite par le Technocentre. Alors. Qui s'avère ne pas être reconstruite. Voilà. Durée, on peut parler de durée. Durée, oui. Durée qui... Oui, effectivement, Durée, donc, qui, après quelques discussions théologiques avec Sol, se perd dans un trou du temps, je crois. Et se fait téléporter... Sur Passem, donc dans l'église, la planète de l'église catholique. Et donc il rencontre Severn. Et donc, comme c'est commode. Oui, sachant qu'il y a une déconnexion parce que du coup, on ne sait pas ce qui est arrivé à Paul Durée. Et il y a une déconnexion dans le temps par rapport aux rêves de Severn qui sont passés bien avant les événements de Paul Durée. Donc du coup, c'est ça que je faisais allusion au début, c'est un de ces moments-là où il entre dans le tombeau du temps, il se fait téléporter. Et là, Severn se réveille et du coup, on n'a pas la suite. Oui. Il va le retrouver plus tard sur Passem. Exactement. Paul Durée va sur la planète des Templiers, je crois. Ouais, le bosquet de Dieu, je crois, ça s'appelle comme Oui, le bosquet de Dieu. D'ailleurs, c'est encore une fois pour avoir regretté de le lire en anglais. Le bosquet de Dieu, ça sonne assez bien en français, mais pas particulièrement. Mais en anglais, si je dis pas de conneries, c'est God's Grove. Donc là, tu as itération changé, ça sonne bien mieux, je trouve. Bref. C'est une référence à quelque chose ou pas? God's Grove, je ne crois pas. Je ne crois pas, ça ne me dit rien. Je trouve ça sonne très bien, God's Grove. Il y a un paquet de références dans le livre. Oui. On va te poser la question. Je pense, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une référence biblique ou quoi que ce soit dans la chose. Mais c'est tout comme Yggdrasil est une référence à une mythologie nordique. Oui, ça c'est relativement transparent, quoi. Voilà. Et donc, on va enfin rencontrer la voix de l'Arbre Monde, donc le dirigeant des Templiers. C'est la voix, on va l'appeler la voix. Oui. Et là, on a le personnage encore une fois, un peu comme avec Silenus qui se fait remplacer par Severn, on a les promesses du personnage d'Edmasten qui sont remplies par un autre personnage. Qui, du coup, la voix de l'Arbre Dieu qui nous explique donc l'objectif des Templiers avec l'église Gritchek. Le pape de l'église Gritchek. Donc l'église Gritchek croit en l'apocalypse du Gritch, le Gritch qui viendrait moissonner tous les infidèles, quoi. Voilà, les pécheurs.
Par contre, les Templiers, eux, ont un rapport beaucoup plus intéressant à ça, c'est que ils estiment que le Gritch est une incarnation d'une certaine force naturelle qui est là pour punir l'humanité de ce qu'elle inflige à la nature. Oui. Et notamment, principalement, la perte du havre terrestre, la perte de la Terre. Ouais, on a encore une fois cette notion qui était là de personnage déraciné avec Silenus. Oui, et le consul aussi qui aborde. Et le consul et tout le discours sur l'humanité qui massacre toutes les espèces intelligentes autour d'elle. Ouais. D'ailleurs, il va en citer plusieurs qui ont été cités par le consul dans le premier livre. Exactement. Donc le Templier qui a un peu la même vision que le consul là-dessus. C'est une vision un peu écologiste. J'ai envie de dire antispéciste, mais c'est pas ça. Ouais, c'est un petit peu. C'est un peu anachronique. Oui, c'est un peu anachronique, mais... Ouais, et du coup, avec cet objectif d'avoir l'arbre du Gritch en espèce de pèlerinage. Ouais, d'unir en quelque sorte leur philosophie de communion avec la nature, avec la punition divine qu'est le Gritch. En disant qui donne un peu une raison au châtiment de l'église Gritchtech. Avec quand même l'espoir que le Gritch épargne les Templiers. Oui, avec cette idée que après que l'apocalypse soit arrivé, il reste un havre, des petits restants de l'humanité qui pourront reformer une civilisation naturelle et... Sur le modèle des Extros, d'ailleurs. Sur le modèle des Extros. Les Templiers sont en communication avec les Extros. Oui. Là où l'humanité, sous la forme du Retz, est dans une lutte constante avec la nature, les Extros se sont adaptés et sont dans un rapport d'évolution et d'adaptation. Exactement. Au lieu de... Là où le Retz est resté bloqué au XXe siècle en termes d'idéologie, etc., et a simplement évolué en termes de technologie, en restant au même point en termes d'évolution naturelle. Les Extros sont éparpillés dans différentes planètes, en s'adaptant à chaque fois aux différents environnements, ce qui crée toute une diversité d'espèces, où aucun Extro n'est semblable à un autre, ils sont tous complètement différents les uns des autres, c'est-à-dire on les voit, ils ont des aspects presque de chimères, certains. Et c'est vrai que c'est assez étonnant de voir cette espèce de célébration de la diversité dans une espèce... De l'évolution aussi. De l'évolution, oui, aussi, ouais. Je sais pas si c'est un vrai courant philosophique ou quelque chose qui a été théorisé. Les rares fois où je vois parler de l'évolution, c'est pour justifier que les femmes doivent être à la cuisine, quoi, donc... C'est pas du tout la réflexion du gars. Non, là, c'est vraiment une vision à long terme de... C'est pas de l'eugénisme. Oui, un peu... d'embrasser le changement, je sais pas si ça se dit, mais d'épouser l'idée de changer et de devenir post-humain presque. Mais en tout cas, c'est vrai que t'as cette idée, là où le transhumanisme c'est très présent en science-fiction, l'idée de s'augmenter avec la technologie, la vision qui est donnée avec les Extros, c'est vraiment du post-humanisme, où on a des humains qui ont évolué au-delà de l'humanité, mais de manière naturelle, avec leur environnement, et aussi en communion du coup avec la nature et d'autres espèces intelligentes. Et ils sont vraiment posés par notamment le consul comme la civilisation supérieure. Une sorte d'utopie évolutionniste. Oui, exactement. Et les Templiers sont d'accord avec ça. Et donc se rendent alors que le vaisseau Extro arrive au bosquet, ils baissent toute leur défense et sont prêts à accueillir les Extros. Paul Duré pense que ils vont juste se suicider en fait, et que c'est un peu le suicide pour expier les péchés, et qu'ils vont juste se faire raser. Oui. Mais la voix de l'Arbe-Monde explique, après le départ du pape Gritchtech, que non, ils sont en communication avec les Extros, et que selon la culture Extro, ils vont se faire épargner, le bosquet de Dieu ne va pas brûler. Et en fait, juste après, les Extros envoient la tempête de napalm sur le bosquet de Dieu. Ils brûlent le bosquet de Dieu, le havre des Templiers. Aux grandes dames et à la surprise de la voix de l'Arbre-Monde, qui, dans un dernier moment, quand même pousse Paul Duré à travers une porte de distance pour le sauver, juste avant de cramer dans la tempête de flammes. Un truc qu'on n'a pas dit, juste avant de finir avec Paul Duré, et qui rejoint un peu cette philosophie de l'évolution, c'est qu'il va y avoir plusieurs conversations où lui aussi va énoncer des principes philosophiques, et qui sont beaucoup tirés des ouvrages de théologie de Teilhard. Donc je pourrais pas commenter vraiment sa philosophie. Moi non plus, je suis pas... Pour résumer grossièrement et de manière inexacte, c'est l'idée que Dieu n'est pas une entité qui est née comme Dieu, mais qui est le résultat d'une évolution. C'est assez complexe comme philosophie. Je ne m'y connais pas assez. Moi, mais j'avais jamais entendu parler de lui avant. Le concept est vaguement repris dans le livre où
avec cette idée de dieu créé par l'humanité qui va arriver assez vite. Et là on fait le lien avec Lamia avant. Lamia qui est là où Severn, c'est la caméra principale du bouquin. Pour Lamia, c'est aussi une caméra, mais juste qui nous montre les moments les plus incroyables et stylés du livre. Ce qui est un peu décevant du coup, c'est que son personnage a très peu de libre arbitre entre guillemets. Oui. Elle a très peu d'impact. Mais très peu des pèlerins en fait. Oui, les pèlerins. Actions sont vraiment c'est vrai. Les pèlerins sont assez victimes des événements qui se passent autour d'eux et ne font que s'adapter vaguement à ce qui arrive sans véritablement pouvoir prendre de décision. Comme c'était annoncé aussi à la fin du premier livre avec le consul, on sous-entendait qu'il n'avait pas de libre arbitre et que sa révolution entre guillemets était prévue d'avance. Là, c'est tous les pèlerins qui sont pas responsables de leur destin et qui subissent un peu ce qui se passe. Et Bornamia, du coup, ne sert principalement qu'à nous donner une fenêtre sur le technocentre. Du coup, elle rejoint son amant qui est dans sa tête. Oui. Oui, avec petit voyage interdimensionnel cyberpunk jusqu'au foyer des IA. Et là, c'est le meilleur moment du bouquin, en vrai. D'un point de vue littéraire, c'est le truc le plus stylé du livre. Oui, déjà, la représentation visuelle et les descriptions des IA, à elles seules, elles sont très impressionnantes. C'est unique, c'est la première fois que je vois quelque chose d'écrit vraiment comme ça. Je crois que je l'ai jamais lu ailleurs. Ça. C'est légèrement, peut-être légère influence de Neuromancien. Oui, je pense quand même. Déjà dans le premier livre, il y avait toute l'appellation qui était reprise. Mais c'est vrai que c'est l'idée de monde virtuel complètement gigantesque et qui te dépasse un peu en tant qu'humain, qui est reprise ici, mais c'est surtout ce qui est vraiment bluffant au niveau des IA, c'est les dialogues avec donc Umum. Umon. Qui est le créateur du Hybrid Kit. Oui. Qui a une manière très particulière de parler. Je sais pas si on arrivera à le décrire, je mettrai peut-être des scans, des pages, pour que les gens voient. Notamment des espèces de tics de langage où déjà il parle de manière très mystérieuse, presque par devinette ou en haïku à moitié à chaque fois. Oui. Et aussi ils donnent un mot, et puis ils donnent plusieurs mots qui ont différents sens. Oui. En une seule, par exemple, mourir, terminer, renaître, qu'au milieu de la phrase avec des slashs. Comme si le langage était pas assez précis pour décrire pleinement ce qu'il voulait dire, et donc il utilisait un assemblage de plusieurs mots pour décrire quelque chose. C'est intéressant. Sur l'idée que du coup, il a une capacité intellectuelle qui est bien supérieure. Il arrive pas à retranscrire ses pensées sous la forme du langage. Et donc il le fait de manière très obscure et presque poétique aussi. Oui, il a toutes ces espèces de mini paraboles pour répondre aux questions qu'on lui pose. Qu'est-ce que Dieu? C'est un bâton à merde, tout sec. Oui. Oui. Enfin, il y a plusieurs histoires ou blagues comme ça pour répondre à des questions qui mériteraient un énorme développement en fait. C'est un peu le Gandalf de ce livre, sauf que du coup c'est une intelligence artificielle qui parle par devinette avec des phrases alambiquées. Et c'est incroyable en termes de représentation. C'est la meilleure représentation d'intelligence artificielle que j'ai lue. Je suis complètement de ton avis. J'ai pas eu l'occasion d'en lire beaucoup, mais c'est de très loin la meilleure. Et c'est là où on apprend le plus sur l'intrigue du livre aussi. Il y a des grosses révélations qui arrivent. C'était aussi le cas dans le premier livre. Bornamia, c'était une histoire que je préférais aussi pour cette fenêtre qu'a donnée sur tout ce côté technologique sur les IA, qui est pour moi la partie la plus intéressante de la série. Et là, du coup, on a toutes les révélations de Umon. Je saurais jamais prononcer ça correctement. C'est pas grave. Pour le résumer, il nous apprend que non seulement dans un avenir très lointain, les IA ont créé un dieu qui pouvait transcender le temps et l'espace, mais aussi que l'humanité a créé un dieu. Cette fois pas artificiellement, c'est qu'il y a un dieu en fait qui est né de l'humanité. Par inadvertance, presque. Lui, c'est pas l'aboutissement d'un processus. Un peu en opposition au dieu des IA. Il y a une guerre entre eux, et contrairement au dieu des IA qui est monobloc, le dieu humain, lui, est constitué de 3 pôles, et un des 3 aspects du dieu humain s'est enfui dans le temps. L'empathie. C'est l'empathie, ouais. L'empathie est cachée quelque part, quelque part en ce monde. C'est une idée que j'ai dû déjà avoir quelque part, l'idée que si un dieu était créé à un moment, il transcendait le temps et donc il avait toujours existé. Oui. Je crois que j'avais vu ça dans Fear and Hunger en fait. C'est quelque chose qui est relativement courant. Mais c'est vrai, oui. Et du coup. Il y a ça dans Warhammer aussi, je crois que les dieux du chaos ont une apparition
Mais à partir du moment où ils sont apparus, en fait, ils ont toujours existé. Voilà, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Mais donc là, ça donne toute autre envergure au livre où c'est Dieu contre Dieu, humanité contre intelligence artificielle, avec du coup l'empathie qui est un peu déifiée. Pour conclure leur jeu divin, le dieu humain et le dieu machine ont besoin de retrouver ce troisième aspect. Puisqu'il y a qu'en étant complet que le dieu humain peut affronter pleinement le dieu machine, et donc que le dieu machine peut aussi prouver sa supériorité. En le détruisant. C'est là qu'on apprend que le glitch, en fait, le but du glitch, c'est de retrouver l'empathie. De la leurrer même, de l'attirer en utilisant l'arbre des épines comme un signal, comme un aimant à empathie entre guillemets, avec plein d'humains qui souffrent en même temps, horriblement, pour du coup attirer l'empathie et pouvoir la détruire. Et le rôle de Moneta, le glitch est le champion du dieu machine, Moneta est la championne du dieu humain, et doit empêcher le glitch de faire des conneries, quoi. Exactement. On a aussi cette idée que, je sais pas si c'est dit directement, parce qu'on a 2 rencontres avec... Une première fois avec Lamia, et la deuxième fois c'est Severn qui va rencontrer Human. Oui, avec du coup le premier cybride de Kits, le petit copain de Lamia, qui se fait désassembler et absorber par Umum. Ouais, il disparaît comme ça. Il le mange presque en fait, il le compacte, il le vole. Il récupère les données. Il prend les données, il les met dans lui. Et il n'y a plus de Kits. Fini. Voilà. Plus de petits copains. Oupsie. Dommage. Encore un personnage qui disparaît. Après, elle est toujours enceinte. Elle est toujours enceinte de ce cybride. Avec du coup, je sais pas si c'est déjà mentionné, cette idée que du coup l'enfant de Lamia est un peu une figure pareil christique de mélange entre l'intelligence artificielle et l'humanité. Ce serait le messie qui ferait le pont jusqu'au dieu humain. Ouais. C'est grâce à elle qu'on verrait l'arrivée du dieu humain. Et la deuxième entrevue avec Severn est aussi assez bluffante. Peut-être même encore plus. Oui, ouais, je pense, ouais. Aussi le fait que Umam est très drôle et se fout un peu de la gueule des cybrides en se moquant de leur raisonnement un peu bancal. Umam qui est non seulement bluffant en termes de concept, mais encore plus assez marrant. Il y a aussi cette idée que le dieu des IA est pas bienveillant vis-à-vis de ses... Mêmes IA, ouais. En naissant, il va dévorer toutes les autres IA. Les absorber. Et donc, la faction des stables, elle, s'oppose à ça, et donc Human aussi. C'est pour ça que les stables, notamment, soutiennent l'humanité, c'est dans le but que l'humanité empêche la création du dieu IA, et donc les stables survivent. Il y a Human qui dit un truc là-dessus, qui dit qu'il veut pas mourir, il sait que ça doit arriver, mais il veut pas. Oui. C'est étonnamment touchant. Oui, ouais, il y a vraiment une touche d'humanité, du coup, dans cette intelligence artificielle qui est une figure quasi... presque demi-divine, quoi, qui a pas de corps, etc., qui a une masse de données et qui ne veut pas arrêter d'exister. Et c'est assez touchant, effectivement. Puisqu'on est sur Severn, en fait, son rôle là-dedans, puisqu'il n'était pas que un témoin, il se trouve que l'empathie, c'est peut-être lui. Oui. Et la seule personne qui va vraiment avoir le choix, c'est lui. Et comme il est le cybride parfait de Kits, que n'était pas le précédent cybride, il redevient le vrai Kits, et bah il voit la tuberculose aussi. Oui. Il va lentement agoniser sur l'ancienne Terre avec le second Glaxstone qui ne sait pas ce qu'il fout là. Sur son lit de mort, il va devoir faire son choix entre devenir empathie et dans ce cas servir le but des volages et des ultipistes, ou refuser son statut d'empathie et mourir tout simplement en fait. Oui, et aussi il a une grande révélation en parlant avec Umam. Déjà que, je sais pas si c'est déjà dit que le dieu humain existe entre un espace. Oui, bah c'est une de ces trois aspects, c'est l'espace qui lie. Je sais pas si il comprend à ce moment-là du livre déjà ce que c'est, ou s'il a la révélation plus tard. Je crois qu'il le fait plus tard, mais je peux le dire. Et aussi du coup la révélation que les IA, le technocentre, existe dans un autre espace qui lie, c'est-à-dire l'espace entre les portes distance. Dans cette espèce d'internet abreuvé par les pensées humaines, par les déplacements humains. En fait, c'est là-dedans que réside le technocentre. Il n'a pas d'existence physique, c'est un espace numérique. Entre l'espace, tout simplement. Et aussi, cette idée que les intelligences artificielles sont des parasites, qui se nourrissent de... Là, on peut peut-être y voir un texte anti-technologie, anti-téléphone, machin, que les IA se nourrissent de toutes les pensées humaines qui passent par cette communication internet pour survivre, en fait. Et qu'ils ont besoin des idées humaines
aussi, voilà, avec ChatGPT, voilà, on peut faire un rapprochement, du coup, qui se nourrissent des idées humaines pour subsister, qui se servent des humains comme bétail, presque. Oui, ce qui est le plan d'ailleurs des volages des ultimistes. Et du coup, ils ont donné toutes les technologies d'internet, de portée distance, etc. à l'humanité par intérêt personnel pour se nourrir plus, se rendre dépendant des humains voilà. Et oui, effectivement, on peut commencer avec le grand final, avec le consul et Severn, l'invasion Extro. La première révélation, tu l'as dit, c'est où est le technocentre. Le technocentre est dans un espace quantique numérique dans les portes distance. Deuxième révélation, c'est que Gladstone, depuis des décennies, prépare la séparation de l'humanité avec le technocentre, parce qu'elle sait que le technocentre est un parasite. Elle a laissé cette guerre se faire parce qu'elle sait que c'est le seul moyen de tromper les prévisions du centre et donc potentiellement de se séparer de lui. Grâce à la variable Hyperion. Aussi, du coup, les intelligences artificielles donnent l'équivalent d'une super bombe nucléaire à l'humanité. Oui, pour vaincre les extros, ils disent « Ah bah tiens, on a cette arme-là. C'est pas une bombe nucléaire, c'est une espèce de champ mental qui tue. Et qui tue uniquement les humains. Donc, humains et extros. Donc il propose de l'utiliser sur Hyperion. L'autre grande révélation, c'est qu'en réalité, les extros, ils sont que sur Hyperion. Oui. Avant ça, on avait aussi Paul Duré qui fait un petit tour dans les labyrinthes. Oui, et qui a la vision du futur de l'humanité si les volages et les ultimistes gagnent. Holocauste, basiquement. Tous les humains massacrés comme du bétail dans les labyrinthes. Parce que Et on a l'utilité du cruciforme grâce à cette vision. Oui. Ah oui, ils veulent rendre les humains... ils veulent tuer la grande majorité de l'humanité, n'en garder que quelques millions, et se servir des survivants comme humains, comme esclaves numériques, condamnés à alimenter par leur pensée le centre, et leur implanter le cruciforme pour qu'ils meurent et reviennent à la vie en boucle. Et devenir de plus en plus docile après chaque réincarnation. Voilà. Donc on a aussi le but du plan, ça fait sens. On a le plan donc des IA, la signification du cruciforme, et du coup la dernière grande révélation. Les extros sont uniquement sur Hyperion, et qui attaque le Retz. Et du coup c'est révélé par ce personnage mineur, le jeune commandant brillant, qui a mené une mission presque suicide dans le bataillon extro qui avait attaqué le Bosquet de Dieu, qui a réussi à prendre d'assaut un vaisseau, et qui envoie un message à Gladstone en montrant que ce ne sont pas des extros, ce sont des hybrides d'extros. Et donc on a la révélation que c'est donc le technocentre qui avait fait semblant d'attaquer le Retz avec un essaim d'extro, et en vérité le seul essaim d'extro qui est dans le Retz, c'est celui à Hyperion, avec donc le consul qui part négocier avec eux. C'est du coup le consul qui découvre ça en parlant avec aussi les extros, mais je ne sais pas encore, je crois, s'ils mentent ou pas. Le consul doit d'abord être jugé par les extros, il va être condamné à rester en vie pour assumer ses erreurs. Gladstone leur propose une alliance contre le technocentre mais d'arrêter l'attaque, et du coup c'est là que les extros disent mais on n'est pas en train de vous attaquer à d'autres endroits, avec du coup la preuve du commandant qui montre des hybrides d'extros, et donc Gladstone qui ramène monsieur commandant militaire... Morpurgo, je crois. Oui. Il me faisait trop penser à W.R. Munger dans le cliché du commandant militaire, qui est un peu... qui est un peu con. Voilà, qui est un peu con. Et en fait, c'est révélé que c'est le principal collaborateur de Gladstone et du père de Lamia. Et ils invitent un troisième, mais il est pas d'accord avec leur plan. Parce qu'en même temps, le plan de Gladstone est assez radical. Le plan de Gladstone, c'est de détruire le réseau à distance, une fois qu'elle est mise au courant. Oui. Severn meurt de la tuberculose. Oui. Ah oui. Et en mourant... refuse de devenir Dieu. Et par contre, un peu Deus Ex Machina, littéralement, il devient une sorte d'esprit, et en rêve, cette fois, au lieu de voir les rêves des autres, lui va voir les pèlerins et Gladstone en rêve, et leur dire ce qu'ils doivent faire pour sauver l'humanité. Et à Gladstone, il va lui dire où est le technocentre. Oui. Et Gladstone va demander à la force de détruire tout le réseau à distance. Exactement. Ce qui aurait des conséquences désastreuses pour toute l'hégémonie, parce que ça veut dire que toutes les planètes qui ne sont pas autosuffisantes en termes de commerce sombrerait dans le chaos. Oui, probablement. Mourraient tous, probablement. Enfin, elle condamne tout le reste, en fait. Oui, condamne toutes les planètes à du coup isoler entre elles. Certaines beaucoup vont probablement mourir du fait de plus avoir de contact avec les autres. Chaos ultime, etc. Et donc, on arrive au climax, mais déjà, pendant ce temps, dans les tombeaux du temps, c'est le moment, je crois, à peu près après que Sol ait donné son bébé au Gritch.
Donc la fille de Sol qui donne son consentement pour se faire sacrifier, Sol qui donne le bébé au Gritch, et Severn intervient à ce moment-là. Ah oui, pour la sauver du Gritch. Oui, pour ramener du coup le bébé de Sol à Sol, tout simplement. Et Glackstone qui envoie le bâton, l'espèce de bombe nucléaire mentale qui détruit tous les humains, qui l'envoie avec son commando militaire dans une porte distance pour s'exploser dans l'interstice. Sachant que les IA sont déjà en train de s'exterminer en guerre civile entre eux. Oui, il y a une guerre civile entre les stables, les volages et les optimistes en même temps. Severn voit Umam mourir. Il se fait juste désassembler en hurlant. D'ailleurs, c'est mentionné qu'il hurle de désespoir, un truc comme ça. L'équivalent d'un hurlement de douleur, ce qui est assez touchant, le petit Umam. Et donc c'est assez confus, mais... Il faut dire que tout ça se passe en l'espace de... Voilà, pages, hein. C'est le climax, vraiment, il y a tout qui arrive en même temps, et on se fait un peu prendre d'assaut. Ouais, il y a beaucoup d'informations. Au niveau narratif, c'est vraiment tout culmine. C'est facile à lire qu'à résumer. Voilà, à résumer, c'est un cauchemar, mais quand on lit, c'est impressionnant, parce que c'est la payoff, quoi, c'est le... Tout se goupille, à peu près. Tout se goupille très bien. Wakassad meurt contre le Gritch dans le futur. Oui, parce qu'il doit retenir le Gritch d'attaquer, je crois, de se transporter dans le temps. Grosse bagarre, voilà. comme dans Avengers Endgame, où il y a tous les peuples du futur qui affrontent une armée de Gritch. Oui, ouais. Pour les empêcher d'envahir l'humanité ou quelque chose comme ça, bref. Lamia va sauver Silenus et va affronter le Gritch à sa manière, elle aussi. Oui. Et elle va triompher de lui, mais elle va réussir à détruire le Gritch, mais c'est pas très clair de comment elle fait. C'est sous-entendu que c'est grâce à son bébé. Et donc Silenus qui, après sa grande révélation et son poème, revient à faire des remarques un peu marrantes et ne sert toujours à rien. Ça, c'est triste. Le consul, donc, qui a accompli ses missions auprès des extros et qui a été condamné à vivre pour réparer ses erreurs. Paul Duré qui a été nommé pape. Et donc on a ce climax à la fin de la victoire de l'humanité contre les IA. Quand donc la force va détruire le réseau de distance, condamnant le technocentre, il y a un petit passage qui fait quelques pages où on a un résumé planète par planète. Toutes les planètes qui sont mentionnées dans ce diptyque, on va avoir un petit paragraphe sur l'avenir de chaque planète. Déjà, premièrement, ça va se passer plutôt bien pour la majorité d'entre elles. Il y en a 2 ou 3 pour lesquelles ça se passe vraiment mal. Il y en a quelques-unes qui sont coupées. Il y a les fameuses planètes style musulmane qui se font... Comme Riyad, ouais. Voilà, où il y a le djihad nucléaire, forcément. C'est la seule où ça se passe vraiment mal. Je crois que toutes les autres arrivent à s'en sortir au bout d'un moment. Oui, ouais. Même si t'as des complications de... Si, il y en a une qui sont dans le totalitarisme aussi. Mais il y en a 2 pour lesquelles ça se passe vraiment mal. Et toutes les autres parviennent à s'en sortir. À peu près, malgré des famines, etc. La planète juive, entre guillemets, ça se passe très bien. Et la planète musulmane, ils sombrent tous dans le djihadisme. C'est assez marrant. Assez triste aussi. Bref. Je voulais parler de ce passage plutôt parce que je le trouve vraiment très bien écrit. Oui, ouais, c'est assez... très réussi. Où du coup la planète aussi, ce qui est assez touchant, c'est la planète du consul, Alliance Moi, qui rentre en rébellion, qui détruit tous les sites touristiques et qui reviennent un peu à leur... qui accomplissent un peu du coup le rêve des parents du consul. Et étant donné que c'était l'une des histoires les plus touchantes du premier livre, c'est une belle fin quand même pour le consul. C'est un des passages que j'ai préférés. Ouais. Autre passage assez important du livre, c'est Gladstone qui va se livrer à la foule furieuse de Tau Ceti Central. Évidemment, elle a donné son discours pour justifier de ses actions, sauf que pour la foule, c'est comme si on avait coupé tous les liens commerciaux avec tous les pays autour de nous, et que soudainement il n'y avait plus rien dans les supermarchés, quoi. Et qu'on pouvait plus aller voir nos... C'est la merde, quoi. Surtout sur Tau Ceti Central, qui est une planète urbaine, qui ne produit rien. C'est ça. Aussi, il y a des choses qui m'ont fait rire, c'est toutes les conséquences un peu plus spécifiques. Par exemple, ça décrit l'éditrice de Silenus. Ah oui, qui explose dans sa tour. Oui, qui est du coup à son bureau isolé par des portes de distance, et qui du coup finit complètement isolée, en panique totale, à essayer d'engueuler des gens pour qu'on la ramène... parce qu'elle est genre ce 500e étage de je ne sais plus quoi. Il n'y a pas de porte. Voilà. Et donc, on lui donne des instructions très claires pour pouvoir s'en sortir calmement. Elle fait ça trop vite. Et avec la pressurisation, elle se fait balancer de l'étage. Et les témoins racontent qu'elle n'a pas cessé de jurer tout le long de sa chute. Et aussi des petites piques sur les familles extrêmement riches où chaque pièce était isolée par des portes de distance.
On se retrouve avec des enfants isolés dans le salon de leurs parents dans la chambre par plusieurs millions d'années. J'ai dit que ça se passait relativement bien. Globalement, par contre, on insiste bien sur le fait que ce soit une tragédie au sein de chaque famille, parce que en fait, c'est tellement commun d'utiliser les réseaux distance qu'il y a énormément de familles qui vont être séparées. Et en fait, avec le voyage en propulsion quantique, il faut 20 ans pour aller d'une planète à une autre. Il y a des enfants qui allaient à l'école sur une autre planète, ils peuvent plus revenir chez leurs parents, ils reverront pas leurs parents avant d'avoir 50 ans, quoi. Voilà. Et je crois qu'ils incitent assez aussi sur le fait que les riches souffrent le plus de la chose. Avec beaucoup qui finissent par crever de faim dans leur pièce sur une planète isolée. À l'échelle de la civilisation, ça se passe pas si mal, mais à l'échelle individuelle, c'est presque toujours une tragédie. Ouais, c'est ça. Et donc, Blackstone paye le prix. Elle se livre d'elle-même à la foule pour être lynchée. Ouais. Elle fait tomber. C'est très gore. Voilà, elle fait tomber les barrières protectrices en disant mais non, je vais leur parler, je vais faire un discours. Moi, c'est un passage que je trouve assez bien écrit parce qu'elle est maîtresse d'elle-même tout le livre et là, elle est un peu euphorique. Oui. Elle fait non, ça va bien se passer. Alors que elle sait, Oui, elle sait que va se faire massacrer. C'est tout un jeu de double lecture. En fait, elle sait, tout le monde sait qu'elle va se faire tuer. Elle reste euphorique et dit non, il faut que j'aille leur expliquer. On va réussir à s'entendre. Et elle parvient à tromper les gardes pour aller rencontrer la foule. Et c'est instantanément. On en a parlé avant, mais c'est vrai que Blackstone, il y a ce côté idéalisation du grand leader politique à la Churchill, Abraham Lincoln, le grand leader qui va prendre la décision extrêmement difficile, incompris par la population, mais nécessaire, et qui en plus après assume sa décision et se livre au jugement du peuple, parce que quand même on est en démocratie. De toute façon, il n'y a que des figures de héros. Voilà, mais c'est vrai que du coup, t'as quand même le gros fantasme de... l'homme exceptionnel, dans ce cas la femme, qui prend la grande décision incomprise du reste de la population. Donc c'est un peu un fantasme un peu fantasme de droite entre guillemets Blackstone, mais très très positif. Je l'avais pas vu en lisant, mais oui. Des manières très très positives, etc. Mais ça reste quand même une fin assez appropriée pour son personnage. On a le commandant militaire, lui aussi. Enfin, il y a beaucoup de personnages qui ont des fins très émouvantes, où il sacrifie avec du coup ses enfants en disant je t'aime mon fils. Et puis ça insiste aussi sur toutes les petites tragédies à petite échelle. Ça se concentre pas juste sur le renouvellement civilisationnel grandiose à grande échelle, ça se concentre aussi sur les petits détails individuels, les petites romances brisées, les petites familles séparées. Et c'est assez humain là-dessus. Et dernier climax, c'est du coup Severn qui ramène le bébé de Rachel, qui est révélé, dernière révélation du livre. Moneta et Rachel sont la même personne. Voilà, parce que elle a été prise par le Gritch, elle a grandi dans le futur et elle vit à l'envers, enfin bref. Un peu bizarre du coup, c'est-à-dire que Cassad racontait à Sol comment il avait... retourné sa fille. Oui. C'est un peu et puis ça arrive vraiment à la toute fin de nulle part alors que Cassad est mort. Mais on le voit venir, ça va. On le voit venir, ouais, je l'ai vu venir aussi, au milieu je pense de ce bouquin-là. Quand ça me dit tiens quand même, un peu, ce serait bien pratique ça. Avec du coup Severn qui sauve un peu tout le monde en faisant ses petits Deus Ex Machina partout. Cassad qu'à sa fin de sacrifice héroïque militaire. La bataille n'est pas décrite. Oui, juste c'est le héros qui a sauvé l'humanité et il a sa statue dans les tombeaux du temps. Point relou du livre, c'est Moneta qui arrive pour du coup rendre le bébé de Sol à lui. Et du coup, Sol sait qu'il a fait le bon choix. Oui. Du coup, lui aussi, il est satisfait dans sa quête. Ouais, c'est ça. Sauf que Moneta, la version de Rachel qui a vieilli, qui est vieillie et inversée dans le temps, lui, je ne peux pas rester parce qu'en fait, dans le futur, on a un bureau des paradoxes qui fait que... Enfin, on a un truc qui arrive au dernier moment sur le... C'est complètement superflu. Ouais, mais honnêtement, toi, ça t'a beaucoup marqué, je pense que la plupart des gens s'en foutent. Oui, en fait, ça m'a marqué parce que ça fait tâche et que ça n'a pas vraiment de sens. En fait, c'est le fait que ce soit complètement anodin qui m'a marqué. Ah oui. C'est justement le fait que ce soit mentionné comme ça. Oui, ça pourrait complètement être... Non, il peut y avoir qu'une seule Rachel. Voilà, oui. Point, je repars. C'est ça. Et non... j'ai dû négocier avec le bureau des paradoxes. Oui, ouais, et vraiment ça sort du nulle part et ça m'a frappé que ça fasse Deadpool Wolverine, bureau des paradoxes, truc de Marvel au milieu d'un bouquin aussi sérieux. Complètement goofy. Petit point noir du livre. Qui est très léger. Tout comme les fins de certains personnages qui sont pas aussi satisfaisantes qu'elles pourraient l'être avec Silenus, Edmaston. On nous tease quand même un
peu la suite avec, dans la toute fin du livre, Oui. Le Severn qui, là, pour le coup, est vraiment redevenu Keats. Donc, en fait, Keats, mais le poète du 19e, Keats. Oui. Donc, Keats, le vrai Keats, qui vient voir Lamia pour lui dire que sa fille sera... celle qui enseigne. Celle qui va permettre à l'humanité d'évoluer encore plus. Severn, du coup, qui a refusé de devenir Dieu, entre guillemets, mais quand même devenu une figure un peu mystique de celui qui précède. Oui. Donc celui qui va potentiellement amorcer la création du Dieu humain, de l'empathie, avec sa théorie que l'espace qui lie pour les humains, c'est l'amour et les liens émotionnels entre les gens, et que c'est dans cet espace-là qu'il y a ce Dieu humain. Ça t'a gêné ou pas le fait que sur la fin du livre ce soit plus Severn mais vraiment Keats, comme si c'était le vrai Keats, alors que dans tout le reste du livre il y avait quand même une certaine distance qui était mise par rapport au fait qu'on pouvait pas recréer Keats et que les hybrides étaient tous des tentatives ratées? Non, pas spécialement, parce que ça pourrait être autant Severn qui a une délusion, qui devient un peu fou et qui se prend pour Keats, que un truc un peu mystique. Donc c'est quand même un livre qui fait le choix d'une fin heureuse alors que c'était parti perdu. Doux amer quand même. Doux amer, il y a beaucoup de choses qui sont perdues, mais tous les pèlerins survivants ont accompli leur destin. Oui. L'humanité globalement s'en sort et il y aura les extros pour guider les survivants du Retz vers une voie meilleure. Et on sait qu'il y a un prophète à venir aussi avec la fille de Lamia. Voilà. Donc quand même, on fait le choix d'une fin heureuse, à peu près, une élévation morale. Un renouvellement civilisationnel qui remet les choses en place comme elles devraient l'être, entre guillemets, avec la fin du Retz qui était vue du coup, enfin qui est présentée comme un peu une aberration, probablement à raison. Juste mon seul souci avec cette fin, c'est que ça tease une suite. Tout n'est pas expliqué, tout le côté mystique du dieu humain avec celui qui précède, celle qui enseigne et celui qui vient. Non, c'est pas grand chose. Ce qui est pas gênant en soi. Moi, oui, c'est des concepts qui sont pas le bureau des paradoxes qui arrive à la fin, on sait pas ce que c'est. Ça c'est moins bien. Ouais. Il y a pas mal de concepts qui auraient pu être travaillés à fond, de questions qui auraient pu avoir leur réponse complète, et où c'est pas le cas. Et du coup, c'est un peu frustrant parce que quand je vois bureau des paradoxes, machin, j'ai pas envie de lire la suite. J'ai pas envie de développer cette partie-là qui me paraît complètement inintéressante. Mais en même temps, cette idée du dieu humain qui est... Moi, je trouve ça super intéressant. Et du coup, de voir ce que ça donne, comment on arrive à ce stade, j'aimerais beaucoup, juste, j'ai pas envie de lire la suite, quoi. Suite qui a été écrite quasiment... Enfin, pas très longtemps après le... C'est un deuxième diptyque qui s'appelle Endymion et L'éveil d'Endymion. Qui sont aussi des titres de poèmes de Keats, et qui se déroulent un peu plus de 200 ans après. On va retrouver plusieurs personnages, notamment Silenus, et qui va être centré autour de la figure de la fille de Lamia. La fille de Lamia. Quand je dis que j'ai pas envie de lire la suite, c'est pas que le bouquin m'a déçu ou quoi que ce soit, c'est au contraire à la limite que je pense que ça risque pas d'être mieux. Je suis d'accord avec toi, je pense que on a lu le synopsis, en plus ça avait pas l'air très intéressant. On sent, en fait c'est un climax très satisfaisant à part pour des petits détails, et en fait ce qui est décevant les petits détails, c'est que ça annonce une suite. Et pour moi, on peut pas faire mieux en termes de qualité, et je sens que si je lis la suite, je vais forcément être déçu, parce que ce sera pas au niveau de Hyperion. Si les enjeux sont moindres, ce sera forcément décevant, peu importe la qualité littéraire. Si on répète les mêmes enjeux, je vois pas comment nous satisfaire une deuxième fois, en menant l'humanité à sa perte. Soit ça va se répéter un peu, soit ça va être moins marquant, moins grandiose. En tout cas, la série de bouquins est assez exceptionnelle là-dessus. Ouais, clairement, c'est impressionnant. C'est grandiose, quoi. C'est un gros classique de SF par excellence, quoi. Le côté classique comme le côté SF sont poussés à fond. Oui, classique parce que ça reprend des grands ouvrages classiques. Classique parce que on met la barre des enjeux et des environnements très hauts. Et des thèmes aussi qui sont poussés à fond. On reprend quasiment tous les thèmes de la SF. Les grands thèmes. Le voyage dans le temps. La religion. La guerre entre les hommes et les machines. Le rapport à la Terre. À l'évolution. l'évolution. La nature. Le côté politique même de gouvernement dans le futur. Vraiment, ça fait le tour de la SF. Et c'est assez impressionnant. Et il se permet même de rajouter le thème du langage et de la poésie. Oui, qui est inédit par contre ça. Ou très rare en tout cas. En tout cas dans la science-fiction, toute la littérature de genre en fait. On prend vraiment le temps de s'intéresser aux médias du livre. Ouais, c'est vraiment, il y a un cachet très littéraire dans un bouquin de genre, qui est du coup assez intéressant. Je pense la première fois que je vois ça.
dans toutes les dystopies un peu acclamées. Oui, parce que là, il y a un rapport au livre comme source de ouais. connaissance. Mais il n'y a pas le rapport à la poésie, par contre, et à la beauté du langage. Oui. Et c'est vrai que là, c'est comme ça fait tâche presque. C'est pas dans le mauvais sens, mais le fait que ce soit de la SF très avancée dans le futur, avec c'est pas une dystopie dans 50 ans, nouveau régime fasciste, là c'est vraiment dans des siècles, et la Terre a été détruite, on est répandu dans la galaxie, c'est de la SF très poussée, et il y a quand même ce rapport à l'histoire humaine, et aux figures historiques humaines, et surtout à la poésie, au langage de la littérature, qui est très très présent, et du coup assez unique. Complètement unique en fait, c'est... Le rapport à l'altérité, on l'a dit aussi, parce qu'il y a à la fois les extros, et les passages avec Human qui sont vraiment, pour le coup, autres, tant en termes d'imagerie, mais aussi en termes d'utilisation du langage. Représenter quelque chose qui est vraiment autre, c'est très rare. Que ce soit au cinéma, en lecture, en fait, peu importe le médium que tu utilises, toujours très difficile. Hyperion réussit à le faire. Le Gritch, je trouve, et le Gritch et les Cruciformes réussissaient plutôt bien à faire ça dans le premier livre, et là vraiment on a présenté une civilisation qui est complètement nouvelle, comme les extros, et arriver à la décrire tout en gardant cette aura de mystère un peu, et faire aussi ça avec les intelligences artificielles, où c'est peut-être l'une des meilleures descriptions d'intelligence artificielle que j'ai vues en littérature. C'est pour ça, c'est des grands accomplissements, on va dire, de Dan Simmons. Et du coup, c'est assez étonnant que ce soit pas Dune, quoi, en termes de... Clairement, c'est un livre qui a l'envergure de Dune et de quelques autres classiques de la SF. C'est une série de bouquins qui a été publiée dans les années 90, et c'est vrai que, alors autant chez les anglo-saxons, les américains, c'est quand même une série de livres qui est très connue, mais c'est jamais sorti de la niche de la science-fiction, comme peut l'être l'œuvre de Frank Herbert. Voilà, c'est un grand ouvrage de la science-fiction que tous les grands lecteurs de SF connaissent, mais dès qu'on sort dans la pop culture entre guillemets, il n'y a jamais eu de film là-dessus, il n'y a jamais eu de... Si t'interroges 100 personnes dans la rue sur Hyperion, t'en auras 2 qui vont Voilà, c'est ça. Donc c'est jamais sorti de sa niche, alors que ça se voulait plus grand que ça, je pense. Ouais, en plus, lui, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que c'est aussi un objet littéraire. Voilà. Pour le coup, c'est un livre qu'on pourrait étudier, tu vois. Oui, clairement. En cours de français, ou anglais, ça serait plus approprié. Oui. Oui, aussi, je pense que c'est le genre de bouquin qui est très compliqué à adapter. Clairement, ouais. Je pense que c'est quelque chose qu'on va être amené à beaucoup dire si on continue ces podcasts longtemps. C'est que, en fait, finalement, l'impact d'un livre dans la pop culture, c'est pas tellement le livre qu'il a, c'est les adaptations. Est-ce qu'il y a un jeu vidéo, est-ce qu'il y a un film qui a été fait dessus, et puis voilà, c'est ça qui le fait sortir. Hyperion n'a pas eu la chance d'avoir une série ou un film à succès. 2021, il y a eu l'acteur Bradley Cooper, qui est aussi réalisateur, qui a racheté les droits, ou qui a tenté de les racheter pour faire un film d'Hyperion, mais il n'y a pas de nouvelles depuis. Je pense que... Après voilà, de toute façon, la SF et la fantasy, en termes de grands films, c'est un peu mort. À part dans l'animation, du coup, il y a quelques pépites qui sortent. En live action, c'est un peu... C'est dur, parce que le dernier bon exemple de SF que j'ai, moi, c'est Mars Express, mais voilà. Si tu me laisses un peu de temps, je vais en trouver un autre. Andorre, c'est vrai, c'est pas mal. Ouais, mais... mais les retours sont unanimes. Mais ça reprend quelque chose qui avait déjà été mis dans la pop culture, entre guillemets. C'est pas c'est Star Wars, en fait, donc c'est pas... Ouais, mais c'est Star Wars qui se renouvelle. Oui, voilà, c'est un renouvellement Star Wars, mais du coup, c'est pas non plus un bouquin de SF qui, soudain... complètement nouveau. À manière, les livres, malheureusement, ils entrent pas dans la pop culture. Oui, difficilement en tout cas, surtout dans ce genre-là. Hyperion, malheureusement, il a pas l'écho qu'il mériterait d'avoir. Le Gritch a les épaules pour devenir... pour entrer dans la pop culture. C'est un assez grand... Même s'il aurait pu être mieux utilisé sur la fin, et au final, il prend un peu le second plan dans le deuxième livre. Dans le premier, en tout cas, c'est quand même je pense que c'est l'un des antagonistes les plus emblématiques de la SF. Ouais, clairement, il pourrait devenir un vrai monstre. Voilà, c'est le on parle souvent des trucs d'horreur pour les monstres impressionnants, mais vraiment, le Gritch, c'est un gros morceau à ce niveau-là, en termes de menaces et d'antagonistes qui marquent, quoi. Enfin, d'antagonistes de monstres terrifiants. C'est vraiment, il est... Rendez-vous dans quelques années pour voir si le film de Bradley Cooper se fait. Oui, ou s'il y a un projet indé
série d'animation sur Hyperion, je sais pas. Ouais, il y a quelques trucs sur YouTube, mais c'est vraiment fauché. Voilà, c'est des trucs amateurs, mais je vois bien, il y a eu un truc un peu comme ça sur Star Wars, je crois, avec des différents animateurs qui faisaient différentes histoires. Oui, Star Wars Vision. Voilà, un truc comme ça pour le premier roman d'Hyperion, je trouve ça pourrait être intéressant. Hyperion s'adapterait très bien en série, sous la forme d'anthologie, avec différents réalisateurs ou différents styles. Là où le deuxième tome serait plus approprié pour un film. C'est là où c'est dur en fait d'adapter ce diptyque, c'est que... C'est 2 romans, Les 2 romans ont des structures différentes, ils font beaucoup appel aux mots, ce qui dans un film... Oui, ça utilise trop bien son médium, ça utilise trop bien le fait que ce soit un livre, et du coup faudrait être très très malin pour adapter ça de manière intelligente et satisfaisante, parce qu'on perd beaucoup en perdant le côté livre. Ouais, c'est un peu con, en fait, pour un film, il faudrait un réalisateur qui soit un grand maître du cinéma, quoi, qui soit quelqu'un avec une grande vision. Après, voilà, il y a des exemples d'adaptation de grands livres littéraires en film, où on perd du coup ce côté langage, mais on gagne autre chose. Enfin voilà, le Seigneur des Anneaux par exemple, Tolkien c'était un féru de linguistique, voilà, donc le grand intérêt du Seigneur des Anneaux aussi, c'est ce côté linguistique littéraire, et le film arrive à être autre chose. Il change beaucoup, mais il reste une œuvre exceptionnelle en termes de qualité. Juste la qualité est déplacée autre part. Où du coup les films est absolument épique et grandiose, et du coup le côté littéraire est compensé par autre chose. Mais c'est là où il y a besoin de quelqu'un avec une vision. Voilà. Quoi. Ou encore le Blade Runner aussi. Philippe K. Dick, on perd son style très atypique dans le film, dans Les Moutons électriques, là, la nouvelle qu'il a faite. Il y a ce langage très atypique de Philippe K. Dick, qui est perdu totalement dans l'adaptation de Blade Runner. Mais on gagne autre chose, on gagne de nouveaux thèmes qui sont explorés différemment, et le côté visuel qui est utilisé aussi différemment. Je pense que ça se fait, c'est simplement faut du talent quoi pour faire ça. Et un très très gros budget. Voilà, et pour quelque chose de l'envergure d'Hyperion, c'est pas faire clairement, ça, clairement. Le talent est en perdition malheureusement dans les grands studios en ce moment, donc on risque pas de voir ça de sitôt. Tant pis. Tant pis. Pour ce qui est de Dan Simmons, on a déjà parlé de lui au l'épisode précédent, vous savez ce qu'on pense de lui, de son parcours. De ses vues étranges qu'on devinait déjà sur les civilisations musulmanes du Oui, après là quand même, il y a tout un propos écologique. Oui, là, il a des... En fait c'est assez bizarre parce que tu vois quelques trucs un peu bizarres sur le djihad nucléaire, où tu sens un peu un manque de respect pour certaines cultures. Mais d'un autre côté, il propose une vision assez progressiste sur tout le côté écologique. Ouais, sur le rapport aux machines aussi. Côté, il faut pas qu'on devienne des machines. Le côté post-humain qui est accepté au lieu d'être vu comme une aberration aussi avec les extros. Ouais. Une espèce de séparation de la diversité et de l'évolution. Donc finalement, un personnage plus complexe qu'il n'y paraît. Voilà, c'est ça. Ou un personnage qui a perdu sa complexité au fil du temps. C'est possible aussi. On ne saura jamais. Je crois qu'on a fait un beau tour. Ouais, on va s'arrêter là. J'ai presque envie de dire au revoir à mes petits ménestrels. Salut les petits ménestrels. Je ne me lasserai jamais. Merci d'avoir écouté.